Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce sont des écosystèmes riches en biodiversité, mais aussi très fragiles. Au Bénin, les zones humides sont menacées, sont devenues de véritables dépotoirs sauvages. D'autres encore sont surexploitées. Il y en a qui sont mal habitées, j'allais dire. Aujourd'hui, votre émission s'intéresse à la vie des zones humides, la situation au Bénin. Bonsoir de nouveau. Voici le billet. Nous avons essayé quand même de voir un peu comment vont les zones humides dans notre pays. On a été surtout au niveau du lac Nokoé pour voir un peu comment est-ce que la population occupe ce plan d'eau. Voici le reportage. Elles constituent l'élément fondamental de toute vie sur Terre. Elles sont des écosystèmes riches en biodiversité, mais très fragiles compte tenu de leur typologie. Il s'agit des zones humides. Nous avons des zones humides riches où nous avons presque tout. Nous avons la faune aviaire, nous avons la faune histologique et nous avons la faune mammalienne. C'est-à-dire, vous avez les citatongas, les antilopes d'eau, vous avez les varans, vous avez le lamantin et autres. Des zones humides riches au Bénin, mais très menacées à cause de leur surexploitation. L'exemple qui crève l'œil est celui de nos cours d'eau. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 000 pêcheurs sur nos plans d'eau, ce qui fait que le ratio au kilomètre carré dépasse 100. Compte une norme de 10 à 15 au kilomètre carré. Ça montre qu'il y a une forte pression qui s'exerce sur nos zones humides. Il y a aussi l'autre problème de phénomène d'urbanisation qui se situe au niveau de ces écosystèmes-là et qui ont pour conséquence les pollutions de divers ordres. Ici, sur la berge du lac Nokoé, on déverse chaque jour plusieurs tonnes de déchets. Des déchets provenant du marché d'Antokpa et des habitations environnantes. Vous voyez tout le comblement fait par les ordures ménagères et sur lesquels les communautés veulent s'installer pour avoir un site d'habitation proche de Cotonou. Ça fait que tous ces effets-là contribuent à la dégradation des ressources qui devraient être normalement préservées autrement. D'où la nécessité pour nous, lors de la célébration de cette journée mondiale-là, de nettoyer nos zones humides un peu, de les maintenir dans un état acceptable pour l'homme et pour les ressources qui y sont. Des images avilissantes qui interpellent plus d'un, notamment les autorités. Elles doivent faire montre d'une ferme volonté politique pour protéger ces réservoirs, sources de vie. Il y a la pollution due au plastique, à tous les résidus, les piles et autres que nous avons au niveau de nos écoles qu'il faut enlever. Et pour le faire, il faut que l'autorité à un moment donné prenne des mesures pour assainir ces berges-là. Et si on assainit, si on enlève ces ordures-là, il faut pouvoir revégétaliser les berges. Il faut mettre des essences qui ont leur espace là, qui ont leur place là. Prenez les mangroves. Ça, c'est leur place. Vous pouvez faire en amont, vous pouvez faire des plantations qui vont permettre de protéger les berges contre l'érosion. Protéger les zones humides, c'est assurer une vie saine aux organismes vivants et notamment aux humains. Elles nous apportent tout ce dont nous avons besoin. Leur disparition équivaut donc à la fin de la vie sur Terre. Vous l'avez compris, si les zones humides n'existent plus, il n'y a plus vie sur Terre. Pour parler de cette émission, j'ai deux invités. Le premier, Arnaud Placide Clédio. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Vous êtes aussi climatologue. Oui, merci d'être là. En face de vous, il y a Daouda Aliou. Lui, il est spécialiste des zones humides. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tchoukou. On vous a vu dans l'élément témoin, vous avez expliqué un peu en quoi on peut comprendre par zone humide. J'aurais bien voulu vous poser la même question. Quand on parle de zone humide, est-ce que c'est seulement les plans d'eau? Merci, monsieur le journaliste. Non, les zones humides, ce n'est pas seulement les plans d'eau. C'est tout espace où vous avez de l'eau, de manière permanente ou temporaire. Cette eau peut être de l'eau stagnante, de l'eau coulante ou de l'eau dormante. Mieux, ça peut être de l'eau salée, de l'eau saumâtre ou de l'eau douce. Et lorsqu'il pleut, si vous voyez l'eau stagner quelque part, c'est une zone humide, mais qui n'a pas la même importance que les plans d'eau ou bien tout autre espace où vous avez de l'eau de manière permanente ou temporaire. Et ces écosystèmes-là jouent un certain rôle dans la régulation de l'alimentation de la nappe phréatique, puisque c'est là où nous allons pomper l'eau pour nous alimenter. Et si la zone humide ne joue pas son rôle de réceptacle et de celui qui alimente la nappe phréatique, nous qui allons pomper l'eau, nous n'allons pas trouver de l'eau à pomper. Mieux, lorsque les gens définissent les zones humides, ils vont jusqu'à parler de la mer à marée basse, à une profondeur de moins de 6 mètres, que constitue une zone humide. Mais là, on lui donne une zone humide d'importance
international à cause de la spécificité qu'il y a au niveau de ces écosystèmes-là. Donc nous avons des zones humides autour de nous. Toutes les zones marécageuses que vous avez autour de Cotonou sont des zones humides. Les bas-fonds sont des zones humides parce que vous avez de l'eau d'une manière ou d'une autre qui séjourne là et qui crée la vie dans ce milieu-là. Mais lorsque vous les supprimez, enfin, je ne dis pas que vous supprimez la vie, puisqu'on dit que l'eau est source de vie. Et lorsqu'il y a de l'eau quelque part, il y a une vie qui naît. Certainement quelque chose à ajouter par rapport à la Oui, définition justement, il a bien défini ce que c'est que la zone humide. Ce que je voulais ajouter seulement, c'est que ça sert aussi d'éponge. Ça joue le rôle de régulation, mais c'est sous forme d'éponge. Lorsqu'il pleut, les zones humides essaient de récupérer les eaux. Et pendant la saison sèche, ça restitue, ça redonne cette eau-là pour pouvoir redonner vie là où il n'y a pas de vie. Donc, en aucun cas, si vous supprimez les zones humides, ça veut dire que la vie serait supprimée après. Parce que la régulation est là. Dès qu'il pleut, que vous avez de l'eau là, c'est eux qui reçoivent ces eaux-là. C'est des assiettes naturelles et les eaux sont là, dormantes, et après, on peut les réutiliser. La réutilisation, ce n'est pas seulement sous forme d'eau, mais sous forme de vapeur aussi, sous forme d'évaporation. Tout le système d'échange que nous avons pour redonner la pluie, c'est à partir des zones humides. Ouais, donc c'est vraiment capital le rôle que ces zones humides-là jouent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on dit que les zones humides sont en danger. Le danger, c'est parce que, à cause des activités des hommes, à cause de l'urbanisation surtout, on est en train d'empiéter sur ces zones humides-là. On les occupe pour pouvoir s'installer, faire nos activités, si bien que on les assèche pour pouvoir vivre. Automatiquement, lorsqu'on les assèche, ça veut dire qu'il y a bouleversement au niveau de la régulation, au niveau de l'écosystème, et ça crée des problèmes. L'exemple qu'on montre souvent, c'est au niveau de la berge de lac Nokoué, mais il doit y avoir des situations pires que ce que nous avons au niveau du marché d'Antopa, M. Daouda Aliou. Oui, au niveau de la berge d'Antopa, c'est les gens qui déposent les ordures de manière inconsidérée. Et mieux, sur ces ordures-là, les communautés installent les hangars pour mener leurs activités. Ça, c'est un aspect. Ce qui fait que, si vous regardez le chenal de Cotonou, le chenal de Cotonou diminue de largeur au fil des années. Mais ce qui se passe, c'est qu'en dehors de cet espace-là, il y a les espaces qu'il y a dans la ville de Cotonou, par exemple, qui sont des zones marécageuses, mais que nous essayons d'assécher parce que nous avons besoin d'espace pour construire nos maisons, pour construire nos boutiques, pour construire toutes les infrastructures qu'on veut mettre. D'abord, c'est la construction des stations. Je le dis souvent, lorsqu'on a dit qu'il faut multiplier les stations, à Cotonou, il n'y avait plus d'espace. Et pour la plupart, ils ont pris d'assaut les zones, les marécageuses, qu'ils ont asséchées, remblayées. C'est-à-dire que la plupart des stations que les gens ont construites, la plupart, vous allez voir. C'est dans les zones marécageuses qu'on les a installées. Dans les zones marécageuses. Ils l'ont installé. Bon, ça, là, c'est pour ajouter à tout ce que la population a fait. Comme action. Vous savez qu'à Cotonou, on a même balisé les zones qu'on ne doit pas occuper pour pouvoir faire circuler l'eau normalement. En tenant compte des zones humides, la connexion entre ces zones-là pour pouvoir faire circuler, tout est fait. Mais la population les a occupées, s'est installée au niveau de ces assiettes-là, et ce qui bloque l'écoulement de l'eau. Et actuellement, tout le monde crie. Dès qu'il y a un petit pluie là, on dit que c'est changement climatique. Ce n'est pas changement climatique, ça. Non. On a occupé les exutoires naturels d'eau. Les exutoires naturels d'eau. C'est normal que dès qu'il y a une petite quantité, ça puisse vraiment se répandre. Et on dit maintenant qu'il y a inondation. Même les hautes eaux sont confondues. Dès qu'on dit chaque année, nous avons les hautes eaux. Donc les cours d'eau là augmentent de choses là. C'est naturel. Mais actuellement, maintenant, tout le monde crie pour dire que non, il y a... Non. Donc tout à l'heure, on va venir par rapport à ce problème-là. Est-ce qu'on pourrait dire que Cotonou est une zone humide? Toute la ville de Cotonou est une zone humide. Est-ce qu'on peut répondre par oui à cette... En majorité. Cotonou, en majorité, la grande partie de Cotonou est située en dessous même du niveau de la mer. Donc, c'est dans des marécages. Et le site est sablonneux. Si bien qu'il n'y a pas de grande pente pour faire circuler les eaux. Si bien que c'est naturellement l'assiette de l'eau. Donc, c'est pourquoi on peut même dire... Mais il y a des poches exondées. Et vous avez comment on appelle, les cordons
Hein, si vous prenez l'histoire de la naissance sur le plan géologique, vous avez des qui sont parallèles à la mer. Donc c'est une succession de cordons, la ville de Cotonou. Donc lorsqu'il y a les cordons, on a les terres ondées et puis on peut s'installer comme les endroits de Figuerossé et autres. Oui. Vous voyez. Mais si vous passez sur la voie de Figuerossé, vous regardez un peu à droite ou à gauche, vous allez voir que c'est dans des bas-fonds. Vous voyez, ça c'est le cordon. La voie est construite sur le cordon. Tout le long, c'est la voie. Mais les habitations sont dans... Dès que vous quittez la voie, vous allez voir que vous tombez dans les bas-fonds. Et de l'autre côté aussi, vous tombez dans les bas-fonds. Alors, ça ne veut pas dire que celui qui est au niveau du cordon va dire maintenant que Cotonou est élevé. Non. L'ensemble, vous allez voir, c'est une succession de cordons. Donc, celui qui se situe dans les sillons, lui, il est dans la zone basse. Mais celui qui se trouve sur, là où on parle de Bignon, là, lui se trouve dans la zone élevée. Et on pense que, bon, ceux qui sont là-bas disent que Cotonou, c'est sur la mer. La plupart, c'est dans les sillons, donc c'est dans les parties qui reçoivent l'eau. Alors aujourd'hui, les gens ont occupé les bas-fonds à Cotonou, ou du moins, on a occupé Cotonou qui est un bas-fond. Oui, je vous donne juste un exemple. Prenez la cité de Wého. Oui. C'est une cité qui est une zone marécageuse où vous n'avez que des Typha australis, qui sont des plantes qui ne poussent que dans les zones humides. Mais lorsqu'on venait faire l'extension du port, on a pompé le sable de là-bas pour venir boucher cette zone. Mais les gens nous ont dit, ne construisez pas là. Nous avons entendu... Ils ont donné 30 ans. Ils ont dit, attendez jusqu'à 30 ans avant de construire. Mais déjà, non, la Soragim en ce moment avait dit, non, moi je peux construire, parce que sous forme de commerce, je construis, je loue et je peux rentrer dans mes activités avant les 30 ans. Mais ça s'est transformé. Finalement, c'est devenu des maisons stables et autres là. Et puis, et ce qui aggrave cette situation, c'est au niveau de là, c'est Sika Toyota. Sika Toyota, oui. Là où Sika s'est installé, c'est dans les bas-fonds. Et à côté, vous avez l'église. Oui, tout à fait. L'église aussi, c'est dans un bas-fond. Tout à fait. Et on a remblayé. Actuellement, ils ont tout remblayé. Vous allez voir que la petite pluie qu'on a eue la fois passée, la zone là, l'eau est venue carrément sur le goudron. Parce que l'eau allait de ce côté-là. C'est ce qui se passe à Cotonou. Ce n'est pas qu'il y a des débordements et qu'il y a ce changement climatique. Non. Ce qui se passe là, c'est nos activités. On a bouché les exutoires et ça nous embête aujourd'hui. Mais du fait qu'on a occupé de façon anarchique Cotonou, qui est un bas-fond, cela doit avoir quand même de nombreuses conséquences sur la vie non seulement de ces populations qui habitent ces milieux. Oui, c'est que ce que nous ne faisons pas, nous n'évaluons pas le coût de tout ce que nous créons comme dommages, que nous créons comme dégâts. Si on évaluait le coût, on voyait ce que cela coûterait, bien ce que cela coûte. Quand si on déplaçait les gens, ce que cela va coûter, on aurait pu prendre la décision. Mais on ne fait pas cette évaluation-là. On laisse tout, on dit bon, ok, c'est un phénomène passager, dès que c'est fini, on a déjà oublié. Et à la saison prochaine. C'est ça. Regardez toute cette zone-là, là où il y a Sika Toyota, l'église, la cité Wého. Regardez, allez au fond. Vous allez voir que jusqu'aujourd'hui, alors nous parlons, si vous prenez votre caméra, vous allez là-bas, vous allez voir, c'est inondé. En permanence. En permanence. Oui. Et vous avez les Typha qui sont là. On ne voit que ce qui est au bord de la route ici. Mais au fond, mais c'est totalement inondé. Et c'est en toute l'année. Ce n'est pas que c'est des zones qui sont naturellement. Ces zones-là, par exemple, c'est ça que je dis, ça sert de réceptacle pour les eaux qui sont dans les environs là. Ça doit se reposer là. Aujourd'hui, ces zones sont occupées. Voilà, on les occupe. C'est avec du sable qu'on chasse l'eau en fait. Vous voyez, et dès qu'il y a un petit pluie qui doit revenir normalement à sa place, il y a problème. Si vous prenez le lac Nokwe en général, prenez le bas du lac Nokwe, tous ceux qui sont à partir de Godomé là, juste à Akwapa. Mais le lac Nokwe, si vous prenez les cartes, vous allez voir que la limite de l'autre côté, ce n'est pas là. Mais dès que le lac revient normalement dans son lit, on commence à crier. On crie. Voilà. Il y a inondation. Oui. Ils sont dans le lit du lac. On voulait dire que les quartiers de Sainte-Cécile, Vaussa et consorts, ils sont dans le lit du lac. Dans ces milieux-là. Ils sont dans le lit. Non, en fait, moi je ne dis pas de ne pas habiter. Souvent je dis en environnement, on ne lutte pas contre la nature, mais on collabore. On collabore. Vous voulez dire qu'on doit collaborer avec l'eau. Si vous voulez rester, ceux qui sont en Gambier, ils ne remblaient pas le lac pour rester. Non, ils construisent sur pilotis. Ils sont en haut.
J'ai fait une émission ici, c'était sur BO24, où je disais que la solution que nous allons apporter à Cotonou, c'est de construire sur pilotis. Bon, celui qui était avec l'émission a trouvé ça vraiment bizarre. Comment peut aujourd'hui parler de pilotis à Cotonou? On devient tous des toffes, c'est cela? Justement, les pilotis ne sont pas... écoutez, tout est modernisé maintenant. Tout à fait, oui. L'idée, c'est que si vous voulez vraiment rester... Genre bungalow. Non, vous allez construire votre maison au-dessus. Et l'eau peut passer en bas. Mais c'est tout. Vous savez, cet exemple-là, moi, je l'ai vu aux Pays-Bas. À Delft, justement, une zone marécageuse. Oui. Mais les gens ont construit des immeubles de 16, 17 étages sur pilotis. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait un aménagement où, au milieu de votre bâtiment, vous voyez la zone humide avec les tifas. C'est ça. Donc, ils ont construit sur pilotis et ils ont laissé l'eau qui circule. Oui. C'est justement, moi, je suis parti faire mon stage là. Là où il est en train de parler, là, à Delft, aux Pays-Bas. Mais justement, on a posé cette question. Ceux qui ne sortent pas, la plupart ont ils ont des responsabilités. Et c'est eux maintenant qui doivent décider du sort de la ville. Mais ils sortent pour aller au pouvoir. Lorsqu'on leur propose des solutions, et ils trouvent que c'est un peu théorique. Oui, mais ils n'ont qu'à sortir. Mais souvent, ils disent qu'ils sortent, mais ils vont où? Ils vont où? Dans leur sortie, ils vont où? S'ils ont l'habitude de sortir pour aller voir comment les autres ont travaillé. Et on n'a pas les mêmes situations partout. Par exemple, si vous prenez la mer à Cotonou, le tourisme balnéaire est interdit à Cotonou, normalement à Cotonou, parce que si vous prenez notre plage, tout juste, si vous quittez la plage, là, il y a une pente terrible. Tout à fait. Mais ce n'est pas comme ça ailleurs. Vous avez une pente très douce, donc les gens marchent dans la mer sans problème. Donc on ne peut pas dire, je suis parti voir telle chose dans tel pays et puis je vais venir recopier. L'implémenter ici. Chaque pays avec ses spécificités. Et ce qui se passe à Cotonou là, c'est ensemble que nous allons régler ça. Il faudrait qu'on puisse savoir que réellement, les gens sont occupés. Ils ont occupé les assiettes naturelles de l'eau qu'il faut vraiment les ressortir pour faire passer les eaux. Alors justement, parlant de l'occupation de Cotonou, on a tendu le micro au DST de Cotonou, M. Lambert Aritiéou, et aussi à un hydroclimatologue. Voici ce qu'ils en pensent par rapport à l'occupation de la ville de Cotonou. Lorsque la mairie de Cotonou va poser les bornes dans l'eau, que voulez-vous qu'il y ait à Cotonou? Nous savons que ce sont des histoires naturelles de l'eau et on va l'occuper. L'autorité autorise l'occupation de ces endroits-là. Vous voulez qu'il y ait quoi? Quand l'eau ne trouve pas son issue, l'issue normale pour couler, elle vous crée des agréments. C'est la matière la plus paresseuse qui soit, l'eau. Lorsque vous l'empêchez de circuler, elle s'installe, elle vous embête. Elle change de couleur, elle commence à produire tout ce que vous n'aimez pas. Lorsque vous lui donnez le savoir, elle continue son chemin, elle vous laisse tranquille. Et ce qui se passe à Cotonou, il faut dégager les gens de ces histoires-là afin de faciliter l'écoulement normal de l'eau. Ce qui n'est pas encore le cas. C'est d'abord la solution humaine qu'il faut. La solution humaine, c'est de dire, bon, mais écoutez, réfléchissons à plutôt faire évacuer les eaux. Bien entendu qu'en voulant faire évacuer les eaux, en voulant faire les travaux, les études doivent montrer est-ce qu'il y a des populations à déplacer. Ça, les études environnementales et sociales sont faites pour voir est-ce qu'il y a des gens à déplacer. Mais décider directement de dire on évacue toute la population, ça ne serait pas la meilleure option aujourd'hui parce qu'on a laissé les gens s'installer et ils sont très nombreux. Et je crois que le coût social va être très important. Voilà deux avis qui divergent. Il y a l'hydroclimatologue qui explique, qui pense quand même du moins qu'on doit déplacer les populations. Par exemple, pour la question par rapport au quartier Agla, par exemple, il m'a dit que c'est l'autorité qui dégageait toutes ces populations d'Agla. De Fidjurosé et même Fifadji aussi. Mais une fois avec le DST, lui pense qu'il faut une solution humaine plutôt. Il pense qu'avec la construction des ouvrages de drainage d'eau, qu'on pourra juguler cette crise d'inondation que nous avons de façon cyclique ici à Cotonou. Monsieur Daoudalou, monsieur Placide Crédio. Celui qui parle de déplacement, il ne peut pas dire que bon, il faut venir là enlever la population seulement, non. C'est un processus. C'est un processus qu'il faut enclencher, mais on enclenche Cotonou. C'est un processus. Donc, le DST, lui, il gère la population. On ne peut pas dire maintenant, il va les prendre et aller les jeter. C'est ce qui se passe. Et à Cotonou, Cotonou est victime des erreurs de sa population en matière électorale. Tout ce que vous voyez là, les installations ne sont pas venues comme ça.
La population même s'installe d'abord et après va faire pression sur ceux qui veulent avoir le pouvoir. Pour dire, si tu veux vraiment avoir le pouvoir, viens faire le lotissement. Dans le bas-fond. Dans le bas-fond. Et ils viennent faire le lotissement dans le bas-fond pour avoir leur voix. C'est ce qui s'est passé. Donc, il faut analyser correctement la situation et pour trouver la solution. On ne peut pas se lever seulement et dire, bon, nous allons les déplacer. Mais encore que c'est la meilleure solution. Il faut dégager les exutoires. Mais pour pouvoir le faire, comme le DG est en train de dire là, il faut suivre vraiment les normes sur le plan environnemental, sur le plan social pour faire le déplacement. Parce que tout ce qui est, si vous fouillez un peu, vous allez voir que la population ne s'est pas installée comme ça. Il y a même des autorités qui ont loti les bas-fonds. Ils ont loti avec, ils ont des titres fonciers dedans. Et c'est les autorités qui ont dérivé ces papiers-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se lever pour dire, bon, tout ce que l'autorité a fait là en bas-fond, non. C'est tout un processus qu'il faut suivre pour pouvoir corriger. Mais il faut enclencher. Non, lui, il estime quand même qu'on pourrait déplacer la population, les amener peut-être à Alada, de trouver des espaces à. C'est ça que je dis. Sur le plan universitaire, oui. C'est un processus qu'on suit. On a fait des déplacements, non? Il y a des gens qui sont à la Porte de Dominique qu'on a emmenés à Calavi. Ça s'est fait, ça s'est réalisé déjà. Mais justement, pourquoi on tarde à le faire, alors, M. Dadaliou, à déplacer les gens? Non, parce qu'on sait que jamais cette inondation ne cessera ici à Cotonou. C'est une volonté politique. Voilà. Lorsque vous décidez, vous dites, moi, je décide de déplacer les gens de telle zone pour aller les installer, vous donner le minimum de moyens, ça suit. Je vais vous donner un exemple. Bon, j'ai eu la chance de parcourir un peu certains pays. Vous allez au Rwanda, au cœur de à Kigali. L'État a même sorti des zones industrielles de la ville qui sont installées dans des zones marécageuses pour aller les mettre ailleurs. Et là, on a dit ici, là, personne ne reste. D'installation de population. On a fait des aménagements pour que la zone humide puisse jouer son rôle. Mais ça s'est fait. L'État a accompagné, comme l'a dit le professeur, ça a suivi un processus, mais avec des délais pour vous permettre de démonter vos usines, démonter les machines et autres là. Non, on ne s'est pas levé pour dire sortez, non. On a suivi une démarche et on vous explique le processus. On a échangé, on a fait de bonnes évaluations et on est allé regarder quelle est la zone propice pour accueillir votre infrastructure. Et c'est vrai, il y aura des grincements dedans et tout, mais il faut le faire. C'est ça. Si vous prenez toute la zone Fidjurosé, là, c'est une infrastructure naturelle qui devrait jouer son rôle d'éponge. Mais les gens qui sont là, ils savent. Il y a des gens qui m'ont dit, quand on était là, tout petit, on allait attraper les crapauds, on allait prendre ci et ça dans telle zone. Mais aujourd'hui, si vous prenez même les maisons qui sont là, qui ont été des maisons conçues essentiellement, le niveau de la fête aujourd'hui est au niveau du sol. Parce que la maison, à un moment donné, ça s'est affaissé. Tout à fait. Ou bien il y a d'autres qui se sont installés, qui ont remblayé et qui ont surélevé. Oui, justement, qu'est-ce qui s'est passé là, il explique là. Vous savez que pour remblayer un bas-fond ou bien un trou, on met le sable de granulométrie fine là en bas. Oui. Le sable fin est en bas et le sable grossier doit être en haut. C'est comme ça qu'on fait un remblai. Mais ce qui s'est passé au niveau de Weho, lorsqu'on a placé les pompes au port pour pomper, c'est le sol grossier qui est sorti d'abord. Et c'est ça qui est parti en bas. Okay. Et le sable fin est resté en haut. Donc chaque année, il y a eu des mouvements où le sable fin continue à descendre, ce qui fait que la zone n'est pas du tout stable. Mais ce qui se passe là, donc ceux qui sont là, vous allez voir que même des ministères là se sont fendillés totalement. Parce que la zone n'est pas encore stable. Et la solution, c'est qu'il faut vraiment qu'il dégage. Lomé à côté a fait, il donne des exemples loin, mais Lomé à côté, il y a une zone où ils ont déjà fait ça. Où on a essayé de créer un lac artificiel avant d'aller à l'université. Oui, effectivement, à gauche. Oui, ils ont créé un lac artificiel et les eaux sont drainées là. Même chez nous ici, à l'aéroport, si vous allez à l'aéroport, il y a tout à fait, il y a un petit, voilà, c'est l'image ça, c'est l'image ça. Donc, dans la zone, ils ont vu que bon, il n'y a pas d'issue, ils ont créé pour pouvoir recevoir les eaux de ruissellement en attendant que cela s'achète et ça libère les autres zones. C'est ça qu'il faut faire à Cotonou. On a les idées, on a ce qu'il faut faire. Mais le DST parle de construction d'ouvrages de drainage d'eau. Est-ce que ce n'est pas encore des coûts
des dépenses inutiles qu'on fait. Là, ça me permet d'aborder le programme d'asphaltage actuellement. Oui. Mais c'est ça qu'il y a dedans. Vous ne voyez pas seulement les bitumes qu'on va mettre, mais essentiellement, c'est l'assainissement. C'est la construction de ces ouvrages-là pour pouvoir drainer les eaux et normalement surcreuser là où on peut pour pouvoir faire des lacs activés si vous voulez, pour drainer ces eaux-là. Mais lorsqu'on va essayer de dégager tous ceux qui sont dans les bas-fonds, vous allez voir que l'eau va circuler parce que ça va dans la mer en fait. La circulation de l'eau là, vous voyez, l'OME apporte les eaux. L'OME, le mono apporte les eaux. Pour l'OME, une partie passe par le lac Nokoué. Et ça va vers la mer. Maintenant, Cotonou est entre le lac Nokoué et la mer. Vous voyez, non? Donc, les eaux, si vous les drainez vers le lac Nokoué, ça ira aussi dans la mer. Ou bien directement, on peut les envoyer vers la mer. Parce que avant d'aller vers la mer, il y a beaucoup de cordons. Mais si vous prenez la zone de Védécor là maintenant, les eaux qui sont là, vous allez voir que c'est en contact avec le lac Nokoué. Et si on draine comme ça, ça ira toujours vers la mer. Alors si c'est complètement bouché, on crée le lac artificiel. Et ça reçoit les eaux. On parle de dépression fermée. C'est que on creuse et on draine les eaux dedans. Et viennent là, et là, ça libère la population. Donc, on peut le faire à Cotonou. Avec le programme d'asphaltage, vous allez voir que non seulement on va construire, mais surtout les ouvrages d'assainissement, c'est ça qui serait vraiment important. Quand même de circuler un peu cette justement, c'est en cela que ce programme est intéressant pour Cotonou et pour les villes. Parce que j'ai suivi, ce n'est pas seulement pour Cotonou, on a dit, pour les grandes villes. Donc, non, nécessairement, il faudrait qu'on puisse mettre l'accent sur le problème d'assainissement. Le problème de construction. C'est vrai, quand on parle d'asphaltage, les gens voient d'abord le goudron. Non, ce n'est pas le goudron, les pavés d'abord. C'est d'abord le drainage des eaux. Ouais. Parce que chez nous, lorsqu'on construit les voies, vous allez voir que normalement, si vous quittez votre maison, vous avez les caniveaux d'eau usée. Ouais. Ensuite, vous avez maintenant le trafic local. Après le trafic local, vous avez pour les motos, avant de trouver maintenant la chaussée. Tout à fait. C'est ça normalement. Mais chez nous, les caniveaux qui sont construits là, c'est pour les eaux pluviales en fait. Tout à fait. Mais c'est ça qui reçoit en même temps les eaux usées. Et là, c'est pas bien. Voilà, donc il faudrait qu'on puisse différencier. Mais il y a eu aussi une loi chez nous qui dit la gestion des eaux usées au Bénin, c'est que chacun gère ses eaux usées à l'intérieur. Et comment on doit faire ça? Tu n'es pas autorisé à envoyer tes eaux. Voilà. Donc, c'est que tu dois construire des faux septiques pour gérer, pour stocker tes eaux. Et après, on viendra vidanger pour aller jeter. C'est ce que le Bénin a pris comme option. Mais combien de maisons ont des faux septiques? Mais justement, voilà, c'est la loi qu'on a pris. Pour dire, bon, voilà, chacun gère. Si mieux que c'est un grand problème. En dehors de ceci, maintenant, si vous prenez là où on va jeter ces eaux usées, maintenant, au niveau de Cibo, vers Ekpé, c'est une grande catastrophe qui est là-bas. Là encore, parce que le traitement, ce n'est pas encore ce qu'on... Ce n'est même pas ça. Avec la construction des épis, le site qui reçoit les eaux usées, le traitement des eaux usées, est attaqué aujourd'hui. Donc, les bassins sont attaqués par les eaux côtières et c'est rentré dans la mer. Donc, actuellement, les eaux sont déversées directement dans l'océan. Et depuis des années, c'est comme ça. Et là, c'est encore notre danger. Oui, justement. Que nous générons. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. On parle de zones humides maintenant. On est venu dans les eaux usées et vous voyez maintenant ce que nous créons sur le plan national. Tout à fait. Et il n'y a que ce centre-là qui reçoit les eaux usées au Bénin aujourd'hui. Évidemment, il y a un autre programme de construction, de traitement des eaux usées à Calavi. Mais ça n'a pas encore démarré. Donc, c'est une volonté politique. Il faut décider de le faire. Et ça rend la personne impopulaire. Il faut accepter. Ça veut dire que d'ici là, on pourra régler ce problème d'inondation ici à Cotonou. C'est vrai que d'ici là, il y a quelques pluies, mais il y en a déjà qui disent qu'on risque d'avoir la situation de 2010. Nous avons tendu le micro aussi au professeur hydroclimatologue, M. Vicin. Voici sa réponse. Parce qu'on dit que c'est une situation extraordinaire, qui est au-delà de la normale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons déjà enregistré les dégâts de 2010? On n'en est pas là. Je ne veux pas prédire des choses pour affoler.
il faut dire ce qui doit être. Et aujourd'hui, on ne peut pas comparer 2018 à 2010. Parce que en septembre 2010, nous n'avons pas la même situation qu'aujourd'hui. Non, il ne faut pas alarmer pour rien du tout. Il faut faire des provisions. Ce qui manque à notre pays, c'est un système d'alerte précoce fonctionnel. Un système d'alerte qui puisse mettre en place ce qu'il faut pour anticiper sur ce qui va venir. Malheureusement, nous n'avons pas ce système qui puisse créer les conditions pour prévenir ce qui va venir. Malheureusement, parce que nous avons une très mauvaise connaissance des ressources, une très mauvaise connaissance du climat. Pourquoi cela? Parce que les réseaux d'observation ne sont pas bien fournis. Que ce soit du climat, que ce soit de l'écoulement, nous n'avons pas ce qu'il faut pour suivre correctement ces valeurs. Parce que celui qui a l'information est en avance sur l'autre. L'information détermine l'implication ou l'explication des faits. Mais si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas expliquer les faits. Donc il nous faut un réseau d'observation bien fourni et bien suivi afin d'avoir des données de qualité pour faire des prévisions pour le développement. Il y a le professeur Vicin qui estime quand même que le système d'alerte précoce est un peu défaillant, qu'il faut un réseau d'observation pour bien juguler ces prévisions dans notre pays. Il dit aussi que ce n'est pas sûr qu'on ait la situation de 2010, comme le disent certaines personnes, professeur Cléjo. Non, c'est pas, il faut affirmer ça là. La situation de 2010, ouais, c'est que les gens ne savent pas la différence entre crues et les hautes eaux. Il faut faire la différence. On parle de crues, les crues là, c'est les hautes eaux exceptionnelles. C'est ça qu'on a eu en 2010. Mais ce n'est pas dans le cas. Et en 2010, allez prendre les archives, vous allez voir. C'est en avril que moi j'ai annoncé, en matière de prévision, pour dire, en septembre là, ce serait vraiment catastrophique, on ne pourra pas. Et en septembre, lorsque c'est arrivé, on a eu à passer les 2 émissions. Ce que j'ai fait en avril et ce qu'on a fait, ce qui s'est passé réellement. Donc, les prévisions ne sont pas qu'on se lève seulement et dit ce qu'on veut. Cette année, j'ai fait des émissions sur les prévisions pour dire l'étalement des pluies, c'est tout à fait normal. C'est même déficitaire à des endroits donnés. Mais on dit aussi que la quantité d'eau qui doit tomber peut-être en une semaine tombe en 2 jours. Oui, c'est ce phénomène-là que tout le monde explique autrement. Ouais. Il peut y avoir, parce qu'actuellement, avec les modifications, les dérèglements climatiques, il peut y avoir ces cas-là où la pluie de l'année peut tomber en 6 mois. Ou bien, dans la période où il peut pleuvoir pendant 1 semaine, et c'est toute la pluie vraiment de la saison. Ce n'est pas ces cas que nous avons. Regardez comment est-ce que depuis janvier, les pluies sont étalées. Les quantités qu'on a annoncées, c'est ça qu'on a eu presque jusqu'à la fin maintenant. Mais ce qui se passe, où nous crions à Cotonou, on a expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il y a la pluie là, hein, ce n'est pas lié à la quantité d'eau qui est tombée. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que réellement, là où l'eau doit vraiment circuler, on les a bouchés et le problème se pose actuellement. Tout à fait. Mais il y a des mesures actuellement. Il y a ce dont il a parlé, ceux qui s'occupent des prévisions, le plan OSEC. Il y a quand même une équipe qui travaille. Seulement, la différence qu'il a notée, c'est que les gens préfèrent agir lorsque le phénomène arrive. Nous, on a dit, avant que cela arrive, essayez de faire les préventions. Il faut anticiper. C'est au niveau de l'anticipation que nous ne s'entend pas jusqu'à présent. L'anticipation chez eux, c'est qu'il faut aller dans la zone, déplacer la population pour que l'eau n'arrive pas. Mais nous, on dit qu'il faut agir sur tout le système. Et comment? Quand on dit agir sur tout le système, vous voulez dire quoi concrètement? Il faut faire le diagnostic. Qu'est-ce qui cause les inondations à Cotonou? Tout le monde le sait déjà. Tout à fait. Si vous prenez maintenant, depuis les maires de Cotonou, là, ils vont vous exposer ça facilement. On sait qu'il y a pas pleuvoir au nord, et au nord, là, il faut faire la part des choses. Au nord, c'est à partir de, un peu au-delà de Parakou, là, ça descend vers le bas. Au-delà de Parakou, ça descend vers le Niger. Donc le Bénin est un peu bombé au niveau de Parakou. Là, une partie descend vers Cotonou, une partie descend vers Malanville. Donc les 2 bassins ne sont pas les mêmes.
Lorsqu'il pleut dans le bassin du Niger, les eaux de Mekrou, Alibori, Sota descendent vers le fleuve du Niger et ça va au Nigeria. Ça ne vient pas au Bénin. Ça ne vient pas au Bénin. Non, ça va au Nigeria. Maintenant, c'est l'Ouémé principalement qui envoie ses eaux au sud. L'Ouémé et le Mono. C'est les deux là qui envoient les eaux au sud. Donc, ces eaux-là, dès qu'il pleut à outrance dans ce bassin-là, 2 mois après, on reçoit ces eaux à Cotonou et c'est le cas maintenant. Okay. Les eaux que nous recevons maintenant, c'est les pluies qu'on a eues en juin, juillet, au nord là. Et ça qui descend maintenant. Actuellement au sud. Au sud. Et ça coïncide avec la petite saison des pluies. Aussi au sud. Voilà, donc la petite quantité d'eau de pluie qui tombe là, c'est en excès. Parce qu'il y a déjà une quantité qui est arrivée. C'est ce qui se passe. Donc, on ne peut pas dire maintenant qu'on aura la situation de 2010. Ça, c'est exclu. C'est pas vrai. Monsieur Daouda Aliou. Oui, je voulais revenir sur les questions liées à l'aménagement, au projet asphaltage. Vous savez, bon, il faut toujours tirer expérience de ce qui se passe ailleurs. Les gens, pour juguler ce problème dans la ville d'Amsterdam, par exemple, ils ont fait des caniveaux qui communiquent entre eux. Et on utilise ces caniveaux-là pour faire du tourisme à travers les bateaux circulent. La ville. Et ouais, lorsque l'eau arrive, ça passe ici, ça passe là-bas, ça tourne. Et le phénomène est régulé, c'est des vases communicants. Et ça permet en même temps de développer une activité touristique tout autour de la ville. Et quelqu'un là vous explique tel marché, voilà comment ça fonctionne, telle église a été conçue comme ceci, etc. Donc c'est une opportunité pour générer des ressources, surtout lorsque vous faites ce trajet-là la nuit, avec la lumière, les reflets, la beauté que ce... Donc, c'est à nous d'imaginer, de voir. Bon, moi, je n'ai pas regardé le programme Alsfata, comment est-ce que c'est conçu. Mais si on va le faire, c'est qu'il faut déplacer des gens. Oui. Il faut déplacer des gens. Il y a des gens, des maisons à étage, je connais, qu'il faut enlever. Parce qu'il faut agrandir ces espaces-là, oui, leur donner une certaine profondeur et faire les aménagements qu'il faut tout autour pour que cela puisse faciliter la circulation de l'eau. Et si on arrive quelque part où cet espace-là, ce n'est qu'un espace qu'on peut garder pour éponge, il va falloir le faire. Et pour le faire, ce qui est sûr, il faut toujours déplacer des gens. Les gens qui se sont installés et qui eux-mêmes se disent, bon, à un moment donné, là, il faut que je quitte ici. Parce que ce que j'injecte comme ressource, c'est pas la peine. Prenez le côté opposé à la maison à la mairie de Cotonou, lorsque vous venez vers les Toits Rouges. Vous allez voir le niveau des maisons. Ce n'est pas la peine de vivre dans ces maisons-là. Dès qu'il pleut, une fois, mais toutes les chambres, l'eau suinte, il y a des fenêtres qui sont au niveau de la voie pavée. Prenez votre caméra, allez voir. Oui, les gens sont inondés. Et toute cette zone-là, vous allez voir le sol. Quelle est la qualité du sol que vous avez là? Vous allez voir, c'est peut-être des végétaux qui se sont entassés. On a mis un peu de sable pour recouvrir ça. C'est comme ça, c'est comme ça, on a remblayé. Regardez, prenez la voie de Figueroa. Il y a tous des domaines là qui sont protégés. À un moment donné, je crois un maire ou bien un préfet a essayé de défoncer le mur parce qu'il ne permettait pas à l'eau de circuler. Donc, toutes ces questions-là auxquelles nous devons réfléchir et voir quel est le type d'aménagement que nous mettons en place pour mieux vivre et éviter des dépenses. Bon, parce que allez voir tous ceux qui vivent à Figueroa, demandez-leur que leur coûtent les soins de santé par an. Ça, j'imagine. Vous allez peut-être mettre des étudiants sur ces questions. Vous savez, l'OB à côté là, ils sont venus exploiter notre expertise. Parce que lorsqu'on a fait Grand Nokwe, en fait, au démarrage, le programme c'était Grand Cotonou. Et il y a eu un peu de problème avec Porte Nouveau qui dit que bon, comment on va. Maintenant, on parle de Grand Nokwe. On a dit Grand Nokwe. Mais lorsqu'on a fini Grand Nokwe, Lomé s'est inspiré de ça. Et ils ont créé aussi Grand Lomé. Ça a pris un pont à Gouinvi. Non, justement. Et ils ont fait les études stratégiques. Ce qu'on a fait, parce qu'on a travaillé avec eux, enfin, au niveau de Grand Nokwe, Lomé nous a fait appel, on nous a aidé à faire maintenant Grand Lomé. Les études stratégiques, c'est un Burkinabé qui était pris pour le travail. Et mon cabinet a été choisi pour pouvoir faire la priorisation des projets. Et actuellement, c'est en application. Donc, les expertises, non seulement on en parle ici, mais on peut les exporter et vendre. On les a fait. On est en train de le faire maintenant. Parce que les études stratégiques, allez vous renseigner, vous allez voir. Ça a été réalisé. Les projets par où on va commencer, c'est moi qui les ai identifiés. Dans tous ces projets-là, démarrons par ceci.
J'aimerais savoir si vraiment vous apportez votre expertise aussi à ce que c'est fait aussi chez nous. Non, mais justement, je le fais à l'université. Mais je ne peux pas commencer par courir pour dire je ne veux pas apporter mes expertises. Non, je le fais à l'université. Il a dit, tu vois, ça ne suffit pas à l'université, il faut aussi l'apporter pour avoir à la mairie de Cotonou. Ce que nous faisons là, ça fait partie déjà de l'expertise. Tout ce qu'on a besoin de le dire. Parce que les solutions qu'il faut trouver, on n'a pas caché les solutions ici. On n'a pas fait rétention. On propose. Ce qui gêne, c'est quoi? Celui qui a le pouvoir, lui n'a pas. Ce n'est pas tout ce qu'on lui dit qu'il va appliquer. Non. Parce que lorsque tu lui donnes des conseils, c'est lui qui prend la responsabilité. Donc on parle de décideur. L'université ne remplace pas le décideur. Nous on dit voilà ce que vous pouvez faire. Et ça s'arrête là. Alors maintenant, on a quand même utilisé beaucoup de mots au cours de cette émission, inondation, zone humide, on a parlé de péjoration pluviométrique, beaucoup de mots que certainement les gens ne comprennent pas. Le DICO de l'environnement, pour mieux l'expliquer. Professeur Clédio, on a parlé de péjoration pluviométrique. C'est quand même un mot un peu fort pour beaucoup de gens. Non, ce n'est pas un mot fort. Moi, surtout à la télévision, je n'utilise pas les mots comme à l'université. Le français facile, voilà. Pour que les gens puissent comprendre. Oui. Si c'est péjoratif, c'est un diminutif en fait. Lorsqu'on dit que le nom est péjoratif. Si on rapporte maintenant au niveau de la pluviométrie, c'est des calculs qu'on essaie de réaliser pour voir normalement comment est-ce que la pluie va évoluer. Et maintenant, on fait des essais, des extrapolations pour voir ce que ça va donner. Et la différence donne la pluviométrie péjorative. Ok, d'accord. Donc c'est de façon terre à terre, on peut comprendre. On a parlé aussi de paramètres climatiques. Les paramètres climatiques, c'est tout ce que nous avons comme intrant qui aide à expliquer le climat. Les paramètres climatiques, vous avez la température, l'humidité relative. C'est des éléments qu'on combine avec des indices pour pouvoir expliquer vraiment le phénomène climatique. Okay. Parce que lorsque tu parles d'ambiance climatique, par exemple, ce qui se passe au niveau de la salle, mais il faut prendre la température d'abord, l'humidité, ainsi de suite. Et là, il y a des indices qui sont créés, et dès que l'indice donne temps, il y a des échelles pour dire, ah, ça donne telle condition. Ok. Alors, M. Daoud, on a parlé de aquifère, affleure le sol. Quand on parlait de Cotonou, voilà. C'est le niveau de l'eau dans le sol, le niveau de la... Ah, si je vais encore utiliser un autre gros mot, la nappe phréatique. Voilà. C'est l'eau qui se trouve sous la terre. Et quand on dit affleure la surface de la terre, c'est que le niveau de l'eau dans le sol là, est proche de la surface de la terre. C'est que quand vous prenez Cotonou, lorsque vous faites un tour généralement de 0,50 m, vous avez parfois des niveaux donnés de l'eau. Donc c'est proche de la surface de la terre. Par contre, si vous allez à Calavi, vous l'avez peut-être à 20, 30, 40. 20. Ah, là, il faut aller à 100. Voilà. Pour avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau. Ah, Bomé, au-delà de 100. Au-delà de 100. Donc ça... Le même niveau là, hein, que tu as. Le même niveau que tu as. Bon, c'est en fonction de. Quand on se déplace d'une région à une autre. Tu passes de Cotonou là, tu passes maintenant sur le plateau. Et le plateau, c'est une couche de terre qui se situe au niveau de. Donc, cette couche de terre, il faut traverser avant d'atteindre en bas. Ok. On a aussi parlé de bas-fond. Oui, bon, c'est des... En fait, la différence entre bas-fond et zone humide, il doit y avoir une différence? Non, un bas-fond est une zone humide parce que cette zone-là comporte de l'eau. D'accord? Un bas-fond, c'est une zone, d'abord, parfois, bon, on explique que c'est parfois insalubre, on le dit souvent, mais c'est une zone où vous avez une accumulation de l'eau qui se trouve dans une zone un peu basse. Hein? Maintenant, par rapport à la qualité de l'eau et de tout ce qu'il y a dans l'environnement, bon, souvent, généralement, c'est pas très potable. Ok, d'accord. Oui, monsieur le professeur, c'est certainement bien quelque chose à ajouter par rapport au bas-fond, oui. Bas-fond et zone. Le fond bas. Oui. Le fond bas. Oui, le fond est bas. Donc, lorsqu'on parle de bas-fond, généralement, c'est la zone topographiquement qui est située en position basse. Ok. Et ça reçoit souvent l'eau. C'est pourquoi il dit que ça se confond avec la zone humide. Mais vous pouvez avoir la zone humide en montagne. Oui. On peut avoir sur la zone humide. Non, là maintenant, bas-fond ne veut pas dire nécessairement. Tu vois la différence? Fait, oui. Sur la montagne peut avoir un bas-fond qui reçoit de l'eau. Et là aussi, c'est une zone humide. Alors aujourd'hui, que dit la loi par rapport à la protection des zones humides? Est-ce que la loi 4 sur l'environnement que nous avons nous permet de mieux protéger la zone humide? Est-ce qu'il y a d'autres lois
qui protège les zones humides. C'est la minute du législateur. Alors, M. Daouda Aliour, est-ce que la loi 4 sur l'environnement que nous avons, la Bible de l'environnement, nous permet de protéger les zones humides? C'est vrai qu'on l'a dit ici à Cotonou, ce n'est pas le cas. Les zones humides sont en danger, vous l'avez affirmé, vous l'avez dit. Et je l'affirme, les zones humides sont en danger vu la pression anthropique exercée sur cet écosystème-là. Et de par les comportements que nous avons au quotidien, nous agressons cet écosystème sans penser à la génération future. La loi cadre en a parlé, mais de manière générale, elle a donné de grandes lignes qui sont approfondies à travers d'autres lois. Si vous prenez le code forestier, le code forestier a parlé même des mangroves. Le code forestier a parlé de la protection des berges. Le code forestier a parlé des engins prohibés qu'on ne doit pas trouver dans les écosystèmes humides. Maintenant, il y a eu la loi 2017 la loi 2014-017 relative à la pêche et à l'aquaculture. La pêche et l'aquaculture s'exerce dans les zones humides. Et elle a même décliné un certain nombre d'articles qui contribuent à protéger cet écosystème-là. Est-ce que vous savez que la mangrove est une espèce protégée? Tout à fait. Et les forestiers, normalement, doivent être regardants par rapport à ça. Mais bon, lorsque aujourd'hui, dans nos zones, on estime que nos parents peuvent couper la mangrove à cause de la qualité du bois de chauffe que ça donne, c'est avec ça qu'on arrive à faire la cuisson du sel et tout. Bon, on dit... Encore qu'aujourd'hui, on essaie de trouver la solution à ces dames qui font... Nous avons des tests qui nous permettent de gérer durablement nos ressources naturelles, notamment dans les écosystèmes humides. La loi 4, la loi sur le code forestier, la loi 4 relative à la pêche et à l'aquaculture, même le code de l'eau. Le code de l'eau protège aussi les zones humides. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Non. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons en termes d'application de ces lois-là? C'est l'application des tests. Qu'est-ce que nous faisons? Quel est le niveau d'appropriation des tests? D'abord par les responsables, par les communautés, par les acteurs qui doivent assurer le suivi et la protection de ces écosystèmes-là. J'ai suivi un communiqué du maire de Adjoum, tout dernièrement, qui parlait de l'utilisation d'engins non réglementaires dans la vallée de Lemay avec la crue qui est arrivée. Les engins qu'on appelle Dogbo. La loi a fait ça. Et il a rappelé ça à ces populations pour dire, attention, ne faites pas. La loi l'a interdit. Mais comment est-ce que nous faisons pour suivre ces écosystèmes et faire appliquer cette loi? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un coupait mangrove. On l'a averti une première fois. Elle ne s'est pas exécutée. La seconde fois, on est reparti, je crois, 3 semaines après. Elle coupait toujours la mangrove dans le canal de Toché. Lorsqu'on a saisi le moteur, on a signalé au procureur. Vous savez là où il est allé se plaindre? Dites-nous. Allez-y, dites-nous. On ne va pas faire ce débat. Allez-y, dites-nous. Il s'est plaint non. Il s'est plaint auprès des autorités. Et nous avons été interpellés à l'Assemblée nationale. Justement. Par question orale avec débat. Pour dire qu'on ne doit pas le saisir? Non, je ne dirai pas le reste. La machine a toujours la saisie et puis bon, le dossier sur son coup. Vous voyez réellement, il a tout dit. Oui, c'est les vrais problèmes qui se posent dans l'application des tests. Les meilleurs tests sont réalisés au Bénin, les meilleurs tests. Mais on ne met pas d'application comme ça se doit pour protéger. Sur le plan de la recherche, on a fait, il y a un professeur, il est le doyen de la FS. Il a élaboré un test pour l'organisation de la recherche au Bénin et il a été appelé au Burkina. C'est ça que le Burkina applique maintenant. Mais nous-mêmes, là, on n'arrive pas à appliquer. Le professeur, c'est ça? Non, Winga. C'est ça que le Burkina applique. Parce qu'on s'est rencontrés dans l'avion, il revenait de Burkina, il dit, bon, je suis parti présenter ce programme-là, là-bas. Et c'est l'expertise, il est parti. Mais ici, on n'arrive pas à appliquer. On va créer ce canal entre l'université et les décideurs politiques pour que... Tout ce que moi je fais jusqu'à présent, c'est qu'il y ait ce pont-là. Et actuellement, nous, on a créé les mercredis scientifiques. Et on appelle maintenant les gens du ministère. De venir assister. On présente les résultats de recherche. Par exemple, on a fait tout récemment pour les énergies renouvelables. On a appelé ceux du ministère, on dit, bon, venez écouter. Et la mairie aussi était invitée. Mais je vois que vous associez aussi les hommes des médias.
Parce que nous, on va le faire connaître aux gens. Vous êtes trop protocolaire pour... Non, on n'est pas trop protocolaire, on est là pour aider la population. On est là pour aider le pays. Donc... Oui, ça se dit, mais dès qu'on... J'ai envoyé la lettre, non? J'ai envoyé une lettre pour dire, bon, j'invite, j'ai envoyé la lettre. Mais pour que vous arriviez là, les conditions sont tellement... Merci beaucoup, professeur Clédiou. Je rappelle que vous êtes climatologue, enseignant, chercheur à l'UAC. Merci beaucoup, Daouda Aliou. Vous êtes spécialiste en zone humide. Avec vous, on a parlé quand même des zones humides. Il maîtrise sa zone humide, vraiment. Vous dites? Il maîtrise vraiment sa zone humide. Monsieur Daouda. Si, il le maîtrise, justement. Oui. C'est vrai, il le maîtrise correctement. Vous l'avez dit que sans les zones humides, il n'y a pas de vie sur Terre. Je crois que les gens ont compris. Il vaut mieux qu'on protège les zones humides parce que ça nous procure tout, non seulement l'eau, mais aussi tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Merci d'avoir suivi cette émission et bonsoir sur vous.